Et rebonjour à tous, du coup, c'est encore, moi, donc Cyclohexane, qui vais m'improviser youtubeuse pour, cette huit rentrée. Donc, voilà, j'espère que pour l'instant, ce qu'on fait, ça vous plaît. Aujourd'hui, je reviens pour le cours 3, donc, effets électroniques et liaisons chimiques et je vous propose de commencer, tout de suite. Donc le plan du cours, d'abord, on parle des effets électroniques et ensuite on parlera donc des liaisons, chimiques qui sont les liaisons non covalentes ou moléculaires. Donc, les effets électroniques, donc d'abord, on fait un petit rappel sur la liaison covalente. Donc une liaison, c'est une mise en commun des électrons de valence, et un compromis, entre les forces de répulsion et les forces d'attraction. C'est aussi la distance idéale où l'édifice moléculaire est énergétiquement stabilisé. Donc en fait, là, vous avez en gros un diagramme d'énergie. La longueur idéale de liaison, enfin la longueur de liaison, ce sera celle-ci, là où l'énergie sera, la plus minime, on va dire. Mais, les électrons ne sont pas répartis de manière homogène, sur la liaison et ils peuvent se déplacer entre les liaisons. Donc, c'est ça qui donnera naissance aux effets électroniques, ça donnera aussi lieu à la notion d'électronégativité dont on va parler maintenant. Donc qu'est-ce que c'est l'électronégativité? La définition, c'est écrit donc juste là: «Grandeur sans unité qui mesure l'aptitude du noyau d'un élément, à attirer vers lui les électrons». Donc tout simplement, l'aptitude d'un noyau à attirer vers lui les électrons. Plus son électronégativité est élevée, plus il va attirer vers lui les électrons dans une liaison. Heu, donc voilà, en gros, il existe des échelles pour, déterminer l'électronégativité des atomes. Mais en gros, il y a une tendance générale qui est que pour une même colonne, donc un même groupe, l'électronégativité décroît quand le nombre atomique croît. Donc en gros, l'électronégativité décroît, vers le bas et pour une même ligne, l'électronégativité croît quand, le nombre, atomique et le rayon atomique croît. Donc en fait, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'électronégativité augmente, de bas en haut et de gauche à droite. Voilà, de gauche à droite. Donc en gros, voilà, c'est ce qui est représenté par les flèches ici et ce qu'il faut retenir, ça c'est un truc très important en chimie organique, c'est l'ordre de grandeur des atomes par électronégativité décroissante. C'est-à-dire, je m'explique, en gros, enfin, c'est pas, par électronégativité croissante ou décroissante qu'il faut retenir, juste, en gros, quel atome est plus électronégatif que quel autre atome et donc en fait, le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, qui est lui-même plus électronégatif que l'azote, que le chlore et cetera et donc il faut retenir cet ordre. Donc on a un petit mémotechnique, donc c'est Fier oncle Brice nous cacha à l'hôtel de Paris. Donc Fier, pour le fluor, oncle pour O-N et C-L, Brice pour B-R-I et S, nous cacha à l'hôtel de Paris. Donc c'est, un mémotechnique pour retenir en gros l'ordre des halogènes, enfin des atomes par électronégativité décroissante parce que, cet ordre, il faut le connaître. Il faut savoir, quel, atome est plus électronégatif que quel autre atome, parmi tous ces atomes-là. Donc voilà, je vous conseille de l'apprendre, c'est pas très, très compliqué. La petite phrase mnémotechnique, j'avoue qu'elle a aidé beaucoup de gens. Donc voilà, pour l'électronégativité. Donc ensuite, petite notion de polarisation des liaisons. Donc en fait, lorsque 2 atomes sont liés par une liaison, mais qu'ils sont identiques, il se passe rien parce que en gros, les 2 atomes sont de même électronégativité, donc ils attirent autant, l'un que l'autre les électrons. Par contre, s'il y a des atomes, d'électronégativité différentes qui sont liés entre eux, tout simplement, il y en a un qui va plus attirer les électrons que d'autres et donc la liaison sera ce qu'on appelle polarisée. Donc voilà, différence d'électronégativité entre 2 atomes donne une polarisation de la liaison, donc avec des charges partielles delta plus et delta moins et on aura une création de sites déficitaires en électrons, qu'on appellera des sites électrophiles et de sites excédentaires en électrons, qu'on appellera des sites nucléophiles. Donc en gros, le site déficitaire sera celui qui a une charge delta plus, parce que du coup il est pas assez chargé en électrons, donc il est pas assez chargé moins, donc delta plus et un site excédentaire en électrons, donc nucléophile, sera delta moins. Ensuite, donc le premier effet électronique, qu'on a, c'est l'effet inductif. Donc déjà, définition des effets électroniques, en gros, elle est due à les effets électroniques, c'est dû à l'électronégativité et donc ces effets électroniques sont, à l'origine de la réactivité chimique. C'est-à-dire que plus un atome, en fait, en fonction des effets électroniques, qu'on aura sur la molécule, on n'aura pas la même réactivité chimique. Voilà, donc l'effet inductif, c'est le premier effet électronique qu'on voit, qui est dû à la différence d'électronégativité, des différents éléments et on aura une polarisation locale qui va se propager le long des liaisons simples. Donc c'est ce qu'on vient de voir, en gros, on a 2 atomes qui sont pas de même électronégativité. En général, par exemple, un halogène, genre le chlore ou le brome et cetera et qui est lié à une chaîne carbonée
En fait, tout simplement, l'halogène va exercer un effet inductif sur la chaîne carbonée, parce qu'il y aura une différence d'électronégativité entre le carbone et l'halogène. Donc la densité électronique sera déplacée, hem, enfin les électrons vont se déplacer sur les liaisons, sigma sur le squelette moléculaire et il faut savoir que dans l'effet inductif, l'intensité diminue rapidement avec la distance, ce qui n'est pas le cas pour la mésomérie qui est le deuxième effet électronique. Donc voilà, avec le nombre de liaisons, en fait, plus on se trouve loin et moins l'effet inductif est puissant. Voilà. Le deuxième effet électronique, c'est la mésomérie, qui correspond à un déplacement d'électrons pi ou p sur un squelette moléculaire. Alors, électron pi, en gros, c'est une liaison multiple. Par exemple, vous avez une liaison double. Les électrons de la liaison double vont pouvoir se déplacer sur un squelette moléculaire. Et liaison p, c'est des doublés non liants. Par exemple, si une molécule a un doublé non liant, et ben, les électrons de ce doublé pourront se déplacer le long d'un squelette moléculaire. Heu, donc c en fait, c'est uniquement pour les électrons pi ou les électrons p et donc pas pour les électrons sigma qui eux, circulent beaucoup moins. En fait, les électrons pi et qui font partie de liaisons doubles ou triples et p qui font partie des doublés non liants circulent beaucoup plus, que, les électrons sigma. Mais voilà, donc la condition pour avoir une mésomérie, c'est, que les systèmes doivent être conjugués, c'est-à-dire séparés par une liaison simple sigma. Alors, qu'est-ce que c'est un système conjugué? Voilà, donc j'ai des exemples. En gros, il y a 4 exemples. Donc les différents types de systèmes conjugués. On a le système pi sigma pi où c'est tout simplement une liaison double, une liaison simple, une liaison double. En fait, c'est 2 liaisons doubles qui sont, séparées par une liaison simple et en fait, ce qui va se passer, c'est que les électrons de la des liaisons doubles vont pouvoir se déplacer sur le squelette moléculaire. Ce qui va faire que, par exemple, les électrons ici de cette liaison vont passer sur celle-ci et donc ici, on va avoir une charge plus parce qu'on va avoir un déficit d'électrons vu ils seront partis et ici, on va avoir une double liaison à la place d'une simple. Et pareil pour cette liaison-là, en même temps, en fait, c'est un peu, un mécanisme concerté. Ça se fait un peu en même temps. Donc les électrons de cette liaison-là vont se déplacer sur ce carbone-là, ce qui va donner une charge moins ici et la liaison double ici va disparaître. Donc en fait, quand on a une mésomérie, en gros, c'est quand on a un système conjugué et on peut avoir donc une deuxième écriture de la molécule qui est différente, généralement chargée. Par exemple, ici, c'est la même chose. Donc vous avez une liaison, enfin 2 liaisons doubles conjuguées, c'est-à-dire séparées par une liaison simple. Donc hop, là, les électrons de cette liaison double vont se déplacer là, ça va donner une charge plus ici, ainsi qu'une liaison double là, alors qu'elle était simple à la base. Et ici, on a une liaison double qui va, hop, se déplacer sur l'oxygène là. On aura donc une liaison simple et une charge moins. C'est tout simplement les électrons qui sont passés de là à là, qui ont chargé, l'oxygène. Maintenant l'oxygène est chargé moins. Donc ça, c'est le premier pi sigma pi, 2 liaisons doubles conjuguées. Ensuite, on a pi sigma n. Donc là, c'est un doublet non liant qu'on voit ici représenté par 2 points et une liaison double conjuguée. Donc pareil, ils sont séparés par une liaison simple. Hop, on a doublet non liant, liaison simple et double liaison. Donc en fait, N, ça signifie doublé non liant, pi, ça signifie double liaison. Voilà, pi sigma pi, c'est 2 doubles liaisons, pi sigma n, doublé non liant et double liaison. Donc voilà, là, vous avez d'autres mésoméries. Donc en fait, on a ce doublé non liant qui va se déplacer ici, ça va donner une liaison double et ici une charge plus. Et là, la liaison double qui va se déplacer sur l'oxygène et donc ça donnera une liaison simple et une charge moins. Là, c'est pareil, vous avez encore un exemple, donc un doublé non liant qui se déplace ici, ça donne une liaison double et le N qui est chargé plus. Et là, la liaison simple, pardon, la liaison double ici, donc ces électrons vont se déplacer sur le carbone qui est là. Ça va donner une liaison simple et une charge moins sur le carbone. Donc voilà, ça c'était le deuxième exemple de système conjugué et donc le troisième, quatrième exemple, c'est pi sigma V et n sigma V. Donc pi, on se souvient, c'est double liaison, n, c'est le doublé non liant et V, c'est une case vacante, c'est-à-dire que l'atome possède une lacune électronique qui va être comblée par, les électrons du coup. Donc là, c'est pi sigma V, donc parce qu'on a une double liaison, une liaison simple et une case vacante. Donc les électrons vont se déplacer ici sur la liaison simple et ça va donner une liaison double avec des charges plus et moins. Pareil, donc là, c'est le cas n sigma V avec ici des doublés non liants, une liaison simple et une case vacante et donc ça va ici, les électrons du doublé non liant vont se déplacer sur la liaison simple ici, ça va donner une liaison double et une charge plus ici et là, la charge plus va être équilibrée et ça va être neutre. Voilà, bon là, c'est encore un exemple avec, donc c'est pi sigma V ici, où vous avez la double liaison, les électrons qui vont se déplacer sur celle-ci, donc ça va venir ici.
Là, pour cet atome-là, la lacune électronique va être comblée et on va être neutre ici et ici on va être chargé plus parce il y a une lacune électronique qui va se créer. Donc voilà, ça c'est les différents, types de systèmes conjugués. Après, comment savoir si une molécule possède une mésomérie? Donc pour savoir si on a une mésomérie dans une molécule ou pas, d'abord il faut se demander si on a un système conjugué parmi tous ceux qu'on vient de voir. Voilà, donc pi sigma pi, sigma n et cetera. Il faut qu'il y ait un système conjugué, sinon la mésomérie n'est pas possible. Et ensuite, il faut que les électrons puissent être délocalisés. Donc je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que les électrons ne peuvent pas toujours être délocalisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toujours faire une mésomérie et se déplacer sur le squelette. Des fois, ils ne peuvent pas. C'est l'exemple de la pyridine ici, où en fait, là, les électrons ne peuvent pas se déplacer sur le cycle alors qu'on a un système donc n sigma pi. Donc là, on pourrait se dire: «Oui, ça on peut déplacer, on peut déplacer les électrons et cetera et faire les formes limites comme on a fait tout à l'heure». Mais ce n'est pas possible. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que donc ici, la délocalisation est possible, on peut avoir l'effet mésomère dans le cycle, mais ici, ce n'est pas possible parce qu'en fait, tout simplement, retenez ça, ici, l'atome est hybridé, sp3 sans double liaison. Donc en fait, il est lié à un hydrogène et ici à un carbone, ici à un carbone. Donc en fait, le doublet non liant sera coplanaire avec les liaisons doubles ici et donc ça pourra se déplacer dans le cycle. Et en fait, là, ce qu'il y a, c'est que, l'atome d'azote, il est hybridé sp2. En fait, il est impliqué dans une double liaison, ce qui fait que comme il est impliqué dans une double liaison, le doublet ne pourra pas se délocaliser. Voilà, donc en gros, retenez, c'est surtout ça, les exceptions où le doublet ne peut pas se délocaliser, on ne peut pas avoir de mésomérie, c'est quand l'atome est impliqué dans une double liaison. Voilà, mais sinon, de manière générale, on peut délocaliser un doublet non liant. Voilà. Alors pour la mésomérie, donc ensuite, oui, il y a des choses à savoir. Donc il faut qu'il y ait une compatibilité entre charge et électronégativité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, là, vous avez donc, une molécule qui peut faire une mésomérie, soit par les flèches rouges, soit par les flèches bleues. Donc si on fait avec les flèches rouges, on obtient cette molécule-là. Si on fait les flèches bleues, on obtient cette molécule-là. Sauf qu'en fait, cet atome d'oxygène est très électronégatif, donc il aura plus tendance à être chargé moins qu'à être chargé plus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez, cette molécule-là, elle aura beaucoup plus tendance à faire la forme Z1 que la forme Z2 tout simplement parce que c'est plus logique pour un oxygène d'être chargé moins que d'être chargé plus. Voilà. Ensuite, il faut savoir que, la séparation des charges, doit être minimale. En fait, hem, plus les charges sont rapprochées, mieux c'est. Donc en fait, le mieux, c'est que la molécule soit neutre et en fait, elle aura s'il y a une forme avec des charges, plus rapprochées, hem, elle sera plus présente qu'une forme avec des charges très éloignées. Voilà, par exemple, celle-ci sera plus présente dans l'environnement que celle-ci, tout simplement parce que c'est plus logique. Donc voilà et aussi il faut respecter la règle de l'octet. Donc par exemple, ceci n'est pas possible parce que ça ne respecte pas la règle de l'octet. Là, l'oxygène, il a 2 doublés non liants, une liaison et une double liaison ici. Donc ça ferait un oxygène avec 3 liaisons et 2 doublés non liants, c'est pas possible. Donc ça ne respecte pas la règle de l'octet. Voilà. Ensuite, il faut juste savoir, ça c'est juste quelque chose à savoir où en gros, Hem, donc tout ce qu'on voit jusqu'à présent avec les petites flèches comme ça s'appelle des structures limites. En fait, ça, c'est une structure limite. On met une double flèche comme ça c'est une autre structure limite de la molécule, où elle est chargée plus et moins, chargée plus ici et moins ici. Et ça, c'est une troisième structure limite de la molécule, où là, elle est chargée moins et là, elle est chargée plus. Donc en fait, les structures limites, en gros, ce sont des formes qui sont un peu les extrêmes. Donc là, c'est la forme la plus neutre et ça, c'est la forme extrême où on a vraiment une charge totale ici, moins et une charge totale plus ici. Mais en fait, il est plus juste de représenter la molécule sous forme d'un hybride de résonance, c'est-à-dire sous cette forme-là, où en gros les liaisons, sont en pointillés parce qu'en fait, la molécule n'est pas vraiment ni comme ça, ni comme ça. Elle est un peu entre les 2. Ça fluctue un petit peu, parce que les électrons se déplacent tout le temps sur les liaisons. Donc en fait, elle peut passer par cet état-là, elle peut passer par cet état-là, mais souvent elle est entre 2. Donc c'est pour ça qu'on préfère, représenter la molécule sous forme d'hybride de résonance comme ceci, qui représenterait une moyenne, enfin voilà, qui représenterait un peu mieux, l'état, de la molécule. Donc voilà.
Et donc comme pour l'effet, inductif, j'ai pas précisé, j'ai oublié de préciser, mais pour l'effet inductif, il y a un effet inductif donneur quand l'atome donne ses électrons et un effet inductif attracteur quand l'atome, attire des électrons. Pour l'effet mésomère, c'est pareil, donc on peut avoir l'effet mésomère donneur où là, par exemple, un atome, avec son doublet non liant va donner des électrons, sur le squelette, moléculaire. Donc les groupements donneurs sont donnés ici. En gros, c'est surtout, les groupements donneurs, ce sont surtout les groupements qui sont plutôt électropositifs, qui vont donner leurs électrons et effet mésomère accepteur ou attracteur, c'est qu'en gros, on va avoir des électrons qui vont aller vers, les atomes, par exemple électronégatifs comme l'oxygène et donc là, on aura un groupement qui sera attracteur parce que c'est l'oxygène qui va attirer les électrons à lui et ainsi être chargé négativement. Donc voilà. Et maintenant, on va passer donc sur un petit chapitre sur les liaisons non covalentes. Donc en fait, c'est toutes les liaisons qui ne sont pas covalentes. Bien vu. Enfin voilà, donc on a tout d'abord les interactions électrostatiques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que soit elles se font entre 2 charges. Par exemple, ici, on a l'oxygène chargé moins et l'azote chargé plus. On a une petite interaction électrostatique. Les valeurs, c'est pas important dans ce cours, hein, vous inquiétez pas, mais c'est voilà, une interaction électrostatique charge-charge. Et ou alors, c'est possible entre une charge et un dipôle permanent. Donc par exemple, hem, donc là, on a une charge moins, un oxygène chargé moins et ici, on a ce qu'on appelle un dipôle permanent. C'est-à-dire que l'oxygène ici, comme il est électronégatif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, la liaison va être polarisée et il va avoir, plus les électrons attirés vers lui que ce carbone qui, lui, est plus électropositif. Donc en fait, on va avoir des charges partielles delta plus et delta moins. C'est ça un dipôle permanent, c'est, en gros, quand vous avez des charges partielles, sur une molécule, quand il y a un atome qui attire, plus les électrons à lui qu'un autre atome, c'est, un dipôle permanent et donc, on peut aussi avoir des interactions électrostatiques entre, une charge et un dipôle permanent. Donc, là, on a une petite parenthèse sur la polarité des molécules. En fait, on vous donne une molécule et on vous dit: «Est-ce que cette molécule est polaire?» C'est très simple. Donc par exemple, cette molécule ici, elle est pas polaire parce qu'en fait, les atomes sont alors si les atomes sont enfin, de même électronégativité ou identiques. Par exemple, si c'est, du diode, où il y a 2 fois de l'iode qui sont liés, enfin 2 iodes qui sont liés entre elles, dans ce cas-là, c'est apolaire. C'est une molécule apolaire parce que, il y a en fait, il y a pas, un atome d'iode qui va plus attirer les électrons à lui qu'un autre. Les 2 atomes d'iode, attirent de manière égale les électrons vu qu'ils sont de même électronégativité, donc ce ne sera pas polaire. Voilà, pareil, donc si c'est des atomes différents mais de même électronégativité, ce n'est pas polaire. Après si la forme, est symétrique, par exemple pour cette molécule-là, on a un carbone ici et des chlores, donc c'est pas du tout la même électronégativité, hein. Le chlore est bien plus électronégatif que le carbone, mais comme la forme est symétrique, vu que c'est un tétraèdre, c'est du tétrachlorométhane, je crois? Voilà, je suis pas sûre, mais voilà, donc dans ce cas-là, elle est apolaire car en fait, avec la symétrie, le bilan des charges est neutre, il est nul et donc du coup, la molécule n'est pas polaire. Par contre, dans ces exemples-là, si la forme n'est pas symétrique ou si on n'a pas les mêmes atomes qui ont la même électronégativité, en fait, on aura, ce qu'on appelle un moment dipolaire, c'est-à-dire qu'en gros, la molécule sera polaire et il y aura un atome qui va plus attirer les électrons que d'autres et donc du coup, on va avoir ce qu'on appelle enfin, on va avoir une force, vous voyez, donc qui est là qui est dirigée vers le haut comme ça, là qui est dirigée vers le bas et donc la molécule sera polaire. Donc tout simplement, pour savoir si une molécule est polaire ou non, il faut qu'elle soit non symétrique et que ses atomes soient d'électronégativité différente. Donc voilà. La deuxième interaction, c'est l'interaction de Van der Waals. En gros, il y en a 3 types dont, la somme fait les interactions de Van der Waals. Donc d'abord, on a les interactions alors tous les synonymes sont à apprendre, je suis désolée, mais ça peut tomber en question, à l'examen. Donc les premières interactions, c'est dipôle-dipôle ou de Keesom ou force d'orientation. Donc en gros, c'est, les interactions entre 2 dipôles. Donc après, vous avez les interactions dipôle-dipôle induit ou de débit ou encore force d'induction. Donc en fait, c'est en gros un dipôle, donc permanent qui interagit avec une molécule qui est à la base qui n'est pas un dipôle et qui devient un dipôle qui est induit. En fait, le fonctionnement de ce mécanisme, c'est pas très important, le fonctionnement des interactions, de Keesom, de débit et tout, c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'elles existent
et donc de retenir que dipôle-dipôle, qui somme et orientation, c'est la même chose. Dipôle-dipôle induit, débit, induction, c'est la même chose. Et enfin, le dernier, c'est les interactions dipôle instantané. Donc ça, c'est encore un peu plus compliqué à comprendre. Donc c'est les interactions de London et ce sont les forces de dispersion. Donc voilà, en gros, il faut apprendre les synonymes et savoir que les 3 sont des interactions de Van der Waals et donc que l'énergie de Van der Waals égale énergie de Kisum plus énergie de Debye plus énergie de London. Voilà, c'est ce qu'il y a à savoir, sur ça. Ensuite, donc on parle de la notion de polarisabilité, donc ça, c'est en fait ce qu'on voit un peu avec les interactions dipôle-dipôle induit. En gros, une molécule polarisable, c'est quoi? C'est lorsque le nuage électronique des molécules est sensible à la présence d'un champ électrique externe, un moment dipolaire induit apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je vous explique. Donc en fait, bah, c'est cet exemple-là. Donc ici, imaginons, on a une molécule polaire, par exemple, ici c'est un oxygène, ici c'est un carbone, donc c'est, enfin, il y a un moment dipolaire parce qu'en fait l'oxygène at non, alors attendez, c'est l'inverse. C'est ici l'oxygène et ici le carbone. Donc en fait, l'oxygène attire vachement les électrons et le carbone, au contraire, va les donner à l'oxygène. Donc la molécule est polarisée, c'est-à-dire que, les charges ne sont pas réparties équitablement et tout. Et ici, on a une molécule apolaire, donc comme je vous ai dit, 2 a par exemple 2 carbones reliés ensemble, ou enfin peu importe, une molécule qui n'est pas polaire et en fait, quand on a un rapprochement entre les 2, donc l'autre molécule qui est apolaire, elle est polarisable, c'est-à-dire qu'on peut induire un moment dipolaire, si on approche une autre molécule polaire d'elle. Donc en gros, elle n'est pas polaire de base, mais si on l'approche d'un dipôle, elle sera polaire. Donc c'est ça qu'on appelle la polarisabilité. Donc maintenant, on passe à la liaison hydrogène. Donc c'est la plus forte des liaisons intermoléculaires, d'après le prof, c'est la plus forte. C'est une interaction dipôle-dipôle, donc c'est un cas particulier d'interaction dipôle-dipôle et en gros, qu'est-ce que c'est une liaison hydrogène? C'est une liaison entre, donc un dipôle, bien vu, donc un hydrogène qui est lié à un atome plutôt électronégatif, donc l'hydrogène sera plutôt lui chargé plus. Voilà et avec donc, un autre atome très électronégatif. Donc en fait, c'est un hydrogène lié à un atome électronégatif qui fait une liaison, moléculaire, donc qui n'est pas covalente, avec, un autre atome très électronégatif. Donc la condition, c'est que les atomes doivent être coplanaires, donc ça, c'est juste à apprendre, il n'y a pas d'explication à ça. Il faut savoir que les atomes doivent être coplanaires pour pouvoir faire une liaison hydrogène et donc la liaison hydrogène est vachement importante, par exemple, dans la structuration des protéines en biochimie ou encore dans, l'appariement des bases d'ADN, enfin des bases, nucléiques dans l'ADN. Donc voilà. Après, on peut aussi avoir des liaisons, hydrogène intramoléculaires, donc par exemple, hem ici, donc quand, donc ici, l'hydrogène et l'oxygène, sont très proches. Donc dans la molécule, par exemple, d'aldéhyde salicylique, les 2 groupements ici sont en ortho, c'est-à-dire qu'ils sont en gros, placés sur des carbones voisins. Donc sur ce carbone-là, on a ce groupement et sur le carbone voisin, on a un alcool. Donc là, la liaison sera plutôt, intramoléculaire. Par contre, ils sont en méta, donc c'est-à-dire qu'en gros, ils sont séparés de un carbone. Donc ce groupement se trouve sur ce carbone. On a un carbone ici et l'alcool qui est voilà, donc ils sont séparés d'un carbone. Dans ce cas-là, on n'aura pas de liaison, intramoléculaire. C'est pareil ici, donc là, quand on a les 2 groupements en ortho, ça se fait comme ça. Et ici, les groupements sont en para. Donc, en fait, quand les 2 groupements sont sur des carbones voisins, c'est ortho. Après, méta, quand ils sont séparés d'un carbone et quand ils sont à l'opposé, c'est en para. Et donc là, quand ils sont en para, en gros, la molécule fera plus des liaisons hydrogènes avec, le solvant qu'avec, elle-même. Alors que là, ce sera plutôt des liaisons intramoléculaires avec, donc elle-même, en fait. Donc voilà, ça, c'est la petite aparté, liaison hydrogène intramoléculaire. La dernière, liaison non covalente, c'est l'interaction hydrophobe. Donc en gros, c'est, des molécules d'alcanes qui ne sont pas du tout polaires, des molécules apolaires qui, on va dire, vont s'agréger ensemble. Ça va faire, des interactions hydrophobes. Donc en fait, ce qu'on peut voir ici, on a des molécules apolaires, qui ne laissent pas passer l'eau et en fait, elles vont se réunir et donc ce qu'il faut, savoir, une propriété très importante des interactions hydrophobes, c'est qu'elles ne résultent pas d'une répulsion,
entre l'eau et les molécules d'alcanes. Il faut savoir que les interactions hydrophobes, c'est, uniquement des forces d'attraction qui sont en jeu. Ça, le prof, le précise bien. Il a fait tomber le piège, au concours PACES. Donc voilà, c'est juste, des petites interactions comme ça qui sont aussi à la base, vous avez dû le voir en biocell, au S1, c'est à la base de la formation des membranes cellulaires. En fait, on a la bicouche, de phospholipides dans la membrane avec une tête hydrophile, une queue hydrophobe, et donc en fait, les interactions hydrophobes font que la membrane tient en place. Donc c'est, des interactions super importantes en biologie. Voilà, donc ça, c'est toutes les liaisons non covalentes. Donc j'en ai terminé avec ce cours et donc c'est tout pour moi pour la Voie lactée. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette rentrée, qu'on vous aura bien préparé, à l'examen. En tout cas, à l'examen blanc déjà. Donc j'espère que ça va aller pour vous pour l'examen blanc. Voilà, que la reprise est pas trop dure. Et j on attend donc, des réponses, du professeur Azoulay pour avoir plus de détails sur le programme, pour savoir, s'il va pouvoir corriger nos sujets et cetera. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on a des réponses, on vous tiendra au courant. Donc en tout cas, c'était un plaisir, de faire court pour vous pour cette rentrée et donc voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous et je vous souhaite, ben, un bon deuxième semestre. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le forum, on sera toujours là pour, y répondre avec mon coach Victor et Alexis aussi. Même si Alexis, gérera plutôt les questions de chimie générale, enfin de chimie tout court. Voilà, donc n'hésitez pas, à venir, nous demander si jamais vous avez besoin de conseils, même méthodologiques et cetera. Vous pouvez venir nous demander aussi, il y a pas de souci. Donc je vais vous laisser maintenant, et bonne continuation à vous.